Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce chapitre consacré aux suites linéaires récurrentes. Je me donne P nombres complexes, A0 différent de 0, et j'appelle grand S l'ensemble des suites UN, vérifiant UN plus P est égal à la somme des AK UN plus K, c'est-à-dire A0 UN plus A1 UN plus 1 jusqu'à AP-1 UN plus P. Et bien, et donc vérifiant ça, quel que soit n appartenant à n, bien sûr. Donc on va étudier comment sont ces suites, comment on peut calculer leur terme général. Le cas P égale 1 est évident parce que ça donne UN plus 1 égale A0 UN quel que soit n, et donc ça donne une suite géométrique dont le terme général est A0 puissance n fois U0. On suppose donc que P supérieur ou égal à 2, donc par exemple ici on a une suite définie par une relation de récurrence, UN plus 2 égale A0 UN plus A1 UN plus 1. D'accord ? Et puis ici, UN plus 3 égale A0 UN plus A1 UN plus 1 plus A2 UN plus 2, dans le cas P est égal à 3. Alors, on va montrer que S est un C espace vectoriel de dimension P. En fait, on va prouver que c'est même un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites. Démonstration, d'abord la suite qui a tous ses termes nuls vérifie évidemment cette relation. 0 est égal à une somme de 0, donc elle appartient à S. Et si je me donne deux suites UV de S et un complexe lambda, je forme la suite W égale lambda U plus V, de terme général lambda UN plus Vn, donc j'ai Wn plus P qui est lambda UN plus P plus Vn plus P, qui peut s'écrire lambda fois cette somme plus cette somme, c'est-à-dire somme des AK facteur de ça, c'est-à-dire somme des AK Wn plus K. Donc Wn plus P est égal à ça, et donc W appartient à S. Ça prouve bien que c'est un sous-espace vectoriel de l'espace du C espace vectoriel des suites. Les suites à valeur complexe. Bon, alors maintenant que c'est un espace vectoriel, je vais démontrer qu'il est de dimension P en considérant cette application de S vers C puissance P qui a une suite associée ses P premiers termes. Elle est linéaire parce que si je me donne deux suites UV et un nombre complexe lambda, toujours en formant la suite W égale lambda U plus V, donc de terme général lambda UN plus Vn, ces P premiers termes, ça va être des lambda UK plus VK, K étant entre 0 et P-1, d'accord? Donc ça veut dire lambda U0 plus V0, virgule, lambda U1 plus V1, etc., etc. Et donc c'est lambda fois les P premiers termes de UK, plus les P premiers termes de VK, donc c'est lambda phi de U plus phi de V. Donc phi est bien linéaire. Alors elle est linéaire, on pourrait démontrer qu'elle est injective en supposant phi de U égale 0, puis par une petite récurrence, si phi de U est égal à 0, j'ai U0 jusqu'à UP-1 qui est égal à 0, qui implique que UP est égal à 0 grâce à ça, etc., etc. Mais je vais faire autrement, tout simplement, je vais utiliser, pour montrer que phi est bijective, je vais utiliser cette fonction grand F qui a P nombres complexes ZK associe la somme des AK ZK. Eh bien, et si je me donne alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha P-1, eh bien je vais voir qu'il y a une seule suite telle que ça soit égal, telle que alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha P-1 soit égal à phi de U. Alors, il existe une seule suite. Pourquoi? Eh bien, parce que si je prends cette application-là, et donc ces nombres-là, alors j'ai un théorème de récurrence fort qui me dit qu'il y a une seule suite U de nombres complexes, telle que UN plus 1 soit égal à F des P premiers termes qu'il y a avant, c'est-à-dire UN plus 1 jusqu'à UN plus P-1, quel que soit n appartenant à n, les P premiers termes de cette suite étant les alpha K, c'est-à-dire UK égale alpha K, quel que soit K égale 0 à P-1.
Ça, c'est un théorème de récurrence forte que j'ai démontré dans le chapitre consacré à la récurrence, ou divers théorèmes de récurrence. Voilà. Et donc, il existe une unique suite, ça démontre à la fois la surjection et l'injection. Et donc, phi est bijective, et comme elle est linéaire, c'est un isomorphisme du C espace vectoriel grand S vers le C espace vectoriel C à la puissance P. Sauf que C puissance P, c'est un espace vectoriel de dimension finie P, et donc grand S va être aussi un C espace vectoriel de dimension P, et c'est terminé. Théorème, une suite géométrique de la forme UN égale R puissance N est une solution non nulle du problème de récurrence qu'on s'est posé, c'est-à-dire est un élément de S étoile, appartient à S étoile, si et seulement si R est solution de l'équation caractéristique qui est écrite ici, c'est-à-dire xp moins somme des xk à la puissance k pour k allant de 0 à p moins 1 est égal à 0. Démonstration. Donc je prends une suite non nulle, U égale UN. Elle appartient à S si et seulement si UN plus P est égal à la somme des AK UN plus K. Ce qui équivaut à dire, en remplaçant UN plus K par N par R à la puissance N plus K et UN plus P par R à la puissance N plus P, qu'on a ça. D'accord ? Et comme la suite n'est pas nulle, on peut diviser par R puissance N, qui n'est jamais nulle, et on obtient donc que, en factorisant R puissance N ici, que R puissance P est égal à la somme de K égale 0 à P moins 1 des AK R puissance K, et donc R puissance P moins somme de 0 à P moins 1 des AK R puissance K est égal à 0, ce qui équivaut à dire que R est bien une solution de l'équation caractéristique. Alors, maintenant, je considère l'application f de l'ensemble des suites à terme complexe vers vers lui-même, qui a une suite U égale UN, associe la suite V égale Vn, définie par Vn égale UN plus 1, quel que soit n appartenant à n. Alors, elle est linéaire, c'est donc un endomorphisme de C à la puissance n, et grand S, qui est un sous-espace de C puissance n, eh bien grand S est stable par F. Et donc on pourra appeler petit f la restriction de grand F à grand S. Démonstration, on prend une suite U égale UN, on appelle U' son image, V égale Vn, V' son image, et lambda appartenant à C pour démontrer qu'elle est linéaire grand F. Donc je forme W égale lambda U plus V, W' son image, donc W'N va être ça au rang n plus 1, c'est-à-dire lambda Un plus 1 plus Vn plus 1, c'est-à-dire lambda U'N plus V'N, ce qui montre bien que l'image de lambda U plus V, c'est lambda F de U plus F de V, et donc grand F est linéaire. Donc c'est bien un endomorphisme de C puissance n. Maintenant, si je prends U appartenant à S, il vérifie UN plus P égale somme des AK UN plus K de 0 à P moins 1. Et donc, quand je remplace N par N plus 1, puisque ça c'est valable quel que soit N, ça me fait UN plus 1 plus P, donc UN plus P plus 1 est égal à somme des AK de U N plus 1 plus K, N plus K plus 1. Et donc, ça veut bien dire que, parce que ça c'est VP, c'est Vn plus P pardon, et ça c'est Vn plus K, donc ça veut bien dire que Vn plus P est égal à la somme de 0 à P moins 1 des AK Vn plus K, quel que soit K appartenant à N, en notant V égale comme d'habitude, V égale F de U. Et donc ça veut bien dire que la suite V appartient à S, donc quand U appartient à S, grand F de U appartient à S, donc S est bien stable. F est bien stable par grand F. Alors maintenant, on va former une base de grand S en reprenant l'isomorphisme de S vers C à la puissance P. On avait montré que S était de dimension P,
qui à U fait correspondre les P premiers éléments de la suite, c'est-à-dire U0, etc. Donc ça, on est dans C puissance P. Eh bien, C puissance P, il a une base canonique. Hein. Et donc, je prends sa base canonique et je prends comme base de grand S phi-1 de B0. Hein, ça marche puisque phi est un isomorphisme, phi-1 aussi. Donc, ça me donne une base B de suite, hein, parce qu'on est dans grand S, ce sont des suites E1, E2 jusqu'à EP. Et la suite EK, je la note EJK. J appartenant à L. D'accord? L'indice, c'est J. Voilà. Pour tout K entre 1 et P. Bon, bah, l'image de EK, ça va être E0. Bon, l'image de EK, c'est E0K, E1K jusqu'à EP-1K. Ça, c'est la définition de psi. Et il va falloir que ça fasse le kème élément de la base canonique de C puissance P, c'est-à-dire la suite delta JK, où J est entre, alors, la famille delta JK, où J est entre 0 et P-1. Donc c'est une famille de 0, sauf un 1 au rang K. D'accord? Voilà, donc ça équivaut à dire que EJK, là j'ai des EJK, eh bien EJK, il va falloir qu'il soit égal à delta JK. D'accord? Pour tout J compris entre 0 et P-1, et quel que soit K entre 1 et P. Voilà. Voilà quelle est ma base, hein, comment elles sont définies mes suites qui forment une base de S. On va étudier F maintenant à partir de sa matrice dans cette base. On a donc EJK qui est égal à delta JK, quel que soit K et J entre 0 et P-1. Alors les P plus 1, premier terme de 0, ça va être quoi? Ça va être 1 suivi de 0, et le dernier, ça sera F des P premiers, c'est-à-dire F de 1 suivi des 0. Et ça fait exactement A0 d'après la formule de récurrence. Donc les premiers termes de F de 0, on décale. Donc ça supprime le 1. Donc il va y avoir 0 jusqu'à A0. Et je fais la même chose avec les EK, K compris entre 1 et P-1. Donc les P plus 1 premier terme de EK, c'est quoi? C'est des 0 partout sauf 1 au rang K. Et puis le dernier terme d'ordre P plus 1, il va y avoir F de ceux qui y a avant. D'accord? Voilà. Et ça, bah, c'est pareil, hein, c'est la formule, c'est évident, et ça donne AK. Donc les P premiers termes de F de EK, donc il y a le décalage, le 1 va être décalé, il va se retrouver au K-1, et puis celui-là qui était au rang P, il va se retrouver au rang P-1. Donc ça donne ça. Donc finalement, dans la base B, quelle est la matrice de F? Le premier, ça donne ça. Le deuxième, ça donne ça, parce que le deuxième, c'est E1, c'est pour K égale 1. Donc K égale 1, le 1 va se retrouver ici, au rang que j'appelle 0. Alors la première ligne, j'appelle 0, la première colonne aussi 0. Hein. Donc ça va être 1, puis ensuite il y a tous les décalages, etc. Jusqu'au dernier qui aura simplement AP-1, parce que, enfin non, il aura AP-1, 1 devant, et puis que des 0. Voilà, et donc le polynôme caractéristique, eh bien, il faut que je fasse déterminant de MF moins X identité, donc il y a des moins X en plus sur la diagonale, et il faut que je développe ça par rapport à la dernière ligne. Alors pour montrer un peu comment ça se passe, je prends un cas, P égale 5, et je regarde. Donc ma matrice que j'ai à développer, hein, mon déterminant, c'est celui-là. Donc si je prends par rapport à A0, donc A0, il va être multiplié par moins 1 puissance P-1, d'accord? Parce que là, je suis sur la ligne P. Il faut bien comprendre que là, je suis sur la ligne P. Donc, moins 1 puissance, ça, sur la ligne sur la P-ième ligne, plus exactement, qui est numérotée P-1. Donc, c'est moins 1 puissance P-1 à 0 fois ce déterminant qui, en fait, est une matrice diagonale. Donc, ça fait un déterminant égal à un produit de 1, donc c'est 1.
Et maintenant, si je prends pour A1, bah pour A1, ça va être un petit peu la même chose, sauf que la matrice, elle a changé, hein, elle est comme ça. Donc bon, il faudrait régler, mais c'est pas très facile de voir quand on règle. Ça va être cette matrice-là. Et donc cette matrice-là, alors d'abord je suis à moins 1 puissance P-2 A1, hein, je décale d'un rang. Et puis ça va être multiplié là aussi par une matrice diagonale qui est celle-là. D'accord? Moins x, 0, 0, etc. Et celle-là, quel est son déterminant? C'est moins x fois d1. D'accord? Donc ça va faire moins x. Et puis c'est pareil pour la suivante. Hein. Alors la suivante, ben, ça va être celle-là. Hein. D'accord? Donc je vais avoir moins x que des 0, hein, moins x des 0, etc. Et là c'est moins x, à chaque fois il va y avoir un moins x qui va se rajouter. Donc moins x au carré, etc. Donc je reviens au cas général. Donc j'ai A0 fois moins 1 à la puissance P-1, plus A1 fois moins x moins 1 puissance P-2, plus A2 moins x au carré moins 1 puissance P-3. Je continue comme ça. D'accord? Alors l'avant-dernier terme, A puissance P-2 moins 1 puissance P-1, enfin ça fait moins 1 puissance 1, moins x à la puissance P-2. Et le dernier terme, ben, le dernier terme, je vais avoir AP-1 moins x. Le dernier terme, c'est quand je vais avoir ça. D'accord? Donc je vais avoir AP-1 moins x. Il va être multiplié par moins x à la puissance P-1. À la puissance P-1. Voilà. Donc, ça va me faire somme des AK moins x, ça c'est tous ces termes, moins x à la puissance k moins 1 à la puissance p moins k plus 1. D'accord? Plus ce terme-là, le dernier, qui va être du moins 1 à la puissance p, parce qu'il y a moins x, moins 1, donc ça fait moins x à la puissance p moins 1. Donc, il va y avoir moins 1 à la puissance p, x puissance p. Voilà. Alors, je vais mettre, donc ça fait ça, moins 1 puissance, somme de moins 1 à la puissance p moins 1, parce que là, il y a un moins 1 puissance k qui s'en va avec celui-là. Donc, il va rester des moins 1 à la puissance p moins 1 à k, x puissance k, puis le dernier terme. Et je factorise moins 1 puissance ap. Et donc, ça me fait facteur de xp. Alors, moins, parce que le moins 1 puissance p avec moins 1 puissance p moins 1, il va mettre des moins partout. Donc, moins somme de k égale 0 à p moins 1 de ak x puissance k. Et là, je reconnais quoi? Le fameux polynôme caractéristique que j'avais déjà vu quand je recherchais des solutions qui étaient des suites géométriques. Bon, ben, comme on est dans C, on va pouvoir factoriser. Hein, ça, c'est un polynôme d'ordre P. Donc, il se factorise comme un produit de P facteur parce que le C est algébriquement clos. Et donc, on va avoir un produit de la forme pi égale produit de 1 à s des x moins xi à la puissance mi, hein, avec des xi qui sont, avec des lambda i plutôt, hein, moi je mettrais des lambda i qui sont, c'est des valeurs propres quand même, hein, qui sont 2 à 2 distinctes et les lambda i sont d'ordre n. Théorème, une suite géométrique non nulle, un égale r puissance n, r différent de 0. Et solution du problème, c'est-à-dire, et dans l'ensemble S, si et seulement si, r est solution de l'équation caractéristique que j'appelle EC, xp moins somme des ak xk est égal à 0, somme de 0 à p moins 1. Démonstration, U appartient à S, ben, ça équivaut à dire ça, bien sûr, et je remplace un par r puissance n, et ça équivaut à dire ça. Je divise par r puissance n puisque r est non nul, ça équivaut à dire ça, et donc r est solution de l'équation. Je considère maintenant l'application f de l'espace vectoriel des suites de termes complexes, hein, de suites de C vers lui-même, qui a une suite un associe une suite vn, où vn est égal à un plus 1, quel que soit n. Alors,
f, grand F est linéaire, et grand S, qui est un sous-espace vectoriel de C à la puissance n, est stable par grand F. Donc là, on peut envisager la restriction petit f de grand F à grand S. Et la linéarité de grand F fait que cette restriction est un endomorphisme de S. Démonstration. Donc à une suite U, je fais correspondre U', V, V', je prends lambda appartenant à C, et je considère la suite W égale lambda U plus V, de terme général lambda n, UN plus Vn, dont l'image est la suite de terme général lambda UN plus 1 plus Vn plus 1, qui peut s'écrire comme ça. Et donc j'ai bien f de lambda U plus V qui est égal à lambda f de U plus f de V, donc f est linéaire. Maintenant, si je prends U appartient à S, il vérifie cette condition. Quel que soit n, donc je remplace n par n plus 1, je vais avoir ça. Et ça, c'est Vn. Et ça, c'est Vn plus K. Donc Vn est égal à ça. Donc V appartient à S. Donc f, grand F de S est inclus dans S. S est bien stable par grand F. Maintenant, je reprends l'isomorphisme psi de grand S vers C puissance P qui m'avait permis de démontrer que grand S était de dimension P. D'accord? Et qui a donc une suite U fait correspondre les P premiers termes. Donc, je prends la base canonique de C à la puissance P, que je note comme ça. Je ne commence pas au rang 1, je commence au rang 0. Et je finis à P-1. Donc, il y a bien P vecteur. Et je prends psi-1 de cette base. Donc, comme psi est un isomorphisme, j'obtiens une base B, d'accord, que je note comme ça, de S. Chaque K est une suite EIK, I appartient à N, puisque ici on est dans grand S, donc on a affaire à des suites. Pour K compris entre 0 et P-1, psi de EK c'est IK. Et IK c'est quoi? C'est des zéros partout sauf au rang K. Donc c'est delta IK. D'accord? Voilà. C'est-à-dire que E0 par exemple c'est 1 suivi des zéros. E1 c'est 0, 1, puis encore des zéros après. Donc je vais avoir EIK qui va être égal à delta IK, quel que soit I et K entre 0 et P-1. Voilà. Donc maintenant, on va étudier la matrice MF de petit f dans B. Plus exactement, on va réduire cette matrice, on va calculer son polynôme caractéristique. On sait que grand S est la somme directe des sous-espaces caractéristiques de l'endomorphisme petit f. Ces sous-espaces, ce sont ces noyaux-là, ils sont de dimension mi, où mi, donc, c'est l'ordre de la valeur propre lambda. Pour tout cas compris entre 0 et mi-1, si on prend un polynôme q de degré k, la suite définie par q de n lambda i puissance n appartient à f. Démonstration, si k est égal à 0, je prends cette suite-là, donc, puisque le polynôme est de degré 0, et j'étudie f moins lambda i en u. Ça fait f de u moins lambda i u. Alors f de u, c'est quand je remplace n par n plus 1. Donc ça fait un plus 1 moins lambda i un, c lambda i n plus 1 moins lambda i c lambda i n, ça fait 0. Donc j'ai bien u qui appartient au noyau de f moins lambda i. Alors maintenant, je vais démontrer que la propriété pk, si U est de cette forme, alors il appartient à ce noyau-là. Pour P de degré K compris entre 0 et mi-1. Donc je viens de le démontrer dans le cas K égale 0. Supposons que la propriété soit vraie pour tout J compris entre 0 et K inférieur ou égal à mi-2 et prenons un polynôme Q de degré K plus 1. Et donc la suite U définie comme ça. Donc f moins lambda i identité de s, comme ici, ça fait f de u moins lambda i u, q de n plus 1 lambda i n plus 1 moins lambda i q de n, lambda i puissance n. Je mets lambda i puissance n en facteur, il va être facteur du polynôme lambda i facteur de q de n plus 1 moins q de n, qui est de degré inférieur ou égal à k, parce que là c'est du degré k plus 1, mais là ça va supprimer les termes de plus haut degré, donc il est de degré inférieur ou égal à k. Et ça, j'appelle V cette suite-là.
Donc V appartient à ker de f moins lambda i identité à la puissance k d'après l'hypothèse de récurrence. Et donc f moins lambda i identité à la puissance k de v est égal à 0, mais je remplace v par ça. Donc ça fait ça. Et donc u appartient à ker de f moins lambda i identité à la puissance k plus 1. Donc la propriété est vraie à l'ordre k plus 1, donc elle est toujours vraie pour k compris entre 0 et mi moins 1 d'après le théorème de récurrence. Comme k est entre 0 et mi moins 1, le noyau, ce noyau-là, d'accord, il est inclus dans celui-là, puisque k plus 1 est inférieur ou égal à mi. D'accord? Et ça, c'est fi. Donc on a bien q de n lambda i à la puissance n qui appartient à fi, quel que soit le polynôme de degré inférieur ou égal à mi moins 1, et c'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Alors maintenant, soit uk, les suites, donc c'est k compris entre 0 et mi moins 1, défini par n puissance k lambda i à la puissance n. Hein, leur terme général, c'est ça. Alors, la partie U0, suite U0, suite U1, jusqu'à suite U mi-1, cette partie-là est une partie libre. Autrement dit, ils sont indépendants. Ces suites sont indépendants. Supposons en effet qu'on ait une combinaison linéaire nulle, hein, et donc ça va me donner, en remplaçant les UK par ça va me donner ça, quel que soit n, et donc ça fait lambda i puissance n, p de n égale 0, quel que soit n appartenant à n, où p de x est le polynôme somme des alpha k x à la puissance k. D'accord? Bon, lambda i, c'est une solution de l'équation caractéristique ici. Les valeurs propres, c'était des solutions d'équation caractéristique. Mais 0 n'est pas une solution, parce que quand je remplace x par 0, ici, il va me rester moins à 0 à la fin, qui est non nul. Donc, lambda i est différent de 0. D'accord? Et j'avais ça. Donc, ça veut dire, je peux diviser par lambda i, ça fait p de n égale 0, quel que soit n appartenant à n. J'ai un polynôme de degré inférieur ou égal à mi-1, qui a une infinité de racines, donc il est nul. Donc, puisqu'il est nul, ce polynôme, tous ses coefficients sont nuls, tous les alpha k sont nuls. D'accord? De 0 jusqu'à mi-1. Donc, ça veut dire que u0 jusqu'à u mi-1 est libre, et donc constitue une base de fi. Et on va pouvoir conclure juste par la suite. La conclusion de toutes ces études, c'est que si on se donne p nombres complexes à k avec a0 différent de 0, l'ensemble grand S des suites un, des suites à valeur complexe, vérifiant un plus p est égal à la somme des ak un plus k pour k allant de 0 à p-1, quel que soit n appartenant à n, est un C espace vectoriel de dimension p. Le polynôme caractéristique pc de x est défini par xp moins somme de k égale 0 à p-1 des ak xk. Et comme on est dans C, qui est algébriquement clos, on peut le factoriser comme produit de 1 à s des x moins lambda i à la puissance mi, les lambda i étant 2 à 2 différents. Alors les éléments de S sont les suites U dont le terme général est donné par U de n est égal à somme des PI de n, lambda i puissance n, somme donc pour i allant de 1 à s, où les PI sont des polynômes complexes de degré inférieur ou égal à mi-1. Démonstration, eh bien on sait que S est la somme directe des sous-espaces caractéristiques de la fonction petit f, ce qu'on a vu tout à l'heure, de l'endomorphisme petit f, et qu'une base BI de FI est formée de ces suites-là. Hein, c'est ce qu'on a démontré précédemment. Donc ces suites-là, elles permettent de faire les polynômes, des polynômes de la forme PI de n, lambda i puissance n. Donc les éléments de FI sont en fait des polynômes comme ça, multipliés par lambda i puissance n, où PI donc est un polynôme de degré inférieur ou égal à mi-1. Et les éléments de S, comme S est la somme directe des FI,
ça va être la somme des i égale 1 à s de ces polynômes-là multipliés par lambda i à la puissance n. Donc deux exemples simples. On prend la relation de récurrence un plus 1 égale moins un plus 2 un moins 1. Alors pour avoir l'équation caractéristique, on cherche une suite géométrique, r puissance n, et donc quand on remplace dans cette formule, ça fait r puissance n plus 1 égale moins rn plus 2 r puissance n moins 1. Avec r différent de 0, on simplifie par r puissance n moins 1, et on obtient l'équation caractéristique qu'on factorise. Il y a donc ici deux racines simples, 1 et 2, donc en fait, ça va être une somme de deux polynômes de degré 0 multipliés par 1 puissance n, puisque 1 est racine, plus, et là ça va être moins 2 à la puissance n. Donc les solutions sont des a. Alors a fois 1 puissance n, ben, ça fait a, plus b fois moins 2 à la puissance n. Voilà. Petit 2, un autre exemple, un plus 3 égale un plus 2, plus 8 un plus 1, moins 12 un. Donc là, on cherche encore une suite géométrique, donc ça nous fait r puissance n plus 3 égale r puissance n plus 2, moins 8 r puissance n plus 1, moins 12 r puissance n, et on simplifie par r puissance n, ça nous fait ça, et donc l'équation caractéristique est ici. Alors ces solutions, bon, on peut voir que il y a la solution 2 qui est évidente, parce que 8 moins 4, 4, 4 moins 16 moins 12 plus 12, et donc je factorise x moins 2, puis je vois que 2 est à nouveau solution, et donc ça me fait x moins 2, x moins 2, x plus 3, et donc j'ai 2 qui est une solution d'ordre 2, et moins 3 d'ordre 1, donc la solution générale, ça va être un polynôme de degré 1 multiplié par 2 puissance n, et puis un polynôme en n, hein, et plus un polynôme, bah là ce sera un polynôme de degré 0. Hein. Donc polynôme de degré 1, ben, an plus b 2 puissance n plus c fois moins 3 puissance n. Voilà la solution générale de cette équation. On va s'intéresser maintenant au cas où tous les coefficients AK sont des nombres réels. Et on va chercher les solutions réelles à notre problème, c'est-à-dire les suites réelles, solutions de cette équation. Donc on se donne P nombre réel AK avec A0 différent de 0, P supérieur ou égal à 2 parce que P égale 1 est sans intérêt, S le sous-espace vectoriel, donc ça reste des suites donc complexes qui sont solutions de notre problème, mais j'appelle cette fois-ci SR l'ensemble des suites réelles à solution de notre problème. Alors il y a déjà la suite nulle, donc c'est un ensemble qui n'est pas vide. Et il est inclus dans S évidemment, parce que toute suite réelle est une suite complexe. D'accord ? Alors en fait, on montre comme dans C, et je vous invite à regarder les deux premiers paragraphes de ce chapitre, que l'ensemble des solutions réelles est un R espace vectoriel de dimension P, parce que en fait, pour démontrer que c'est un espace vectoriel, et pour démontrer qu'il est de dimension P à l'aide d'un isomorphisme, bah, on aurait pu faire la même démonstration dans un corps K quelconque. On n'utilise pas le fait qu'on avait affaire à C. En fait, C, on l'a utilisé après, c'est-à-dire quand on a eu l'équation caractéristique, d'accord ? Et là, évidemment, il fallait que cette équation caractéristique, elle ait n racine p racine, pardon. Et ça, c'était pas automatique dans R, c'est pas le cas. Donc, il fallait travailler dans C, d'accord, ce qui nous a permis de triangulariser, etc., etc. Donc, SR est un R espace vectoriel de dimension P, d'accord. Mais le polynôme caractéristique n'a pas nécessairement ses racines lambda i toutes réelles. Alors, je le garde quand même, hein, ce polynôme caractéristique avec toutes ses racines complexes. Si U est une suite complexe
solution de notre problème. Je remarque que U bar, la suite définie par les conjugués des UN, appartient elle aussi à S. Parce que si j'écris UN plus P bar, en fait, si je prends le conjugué de tout ça, le conjugué de AK, c'est AK parce que les AK sont réels. Donc j'obtiens bien UN plus P bar est égal à somme de 0 à plus l'infini des AK UN plus K bar. D'accord ? Et donc la suite U bar appartient à S, car les AK sont en R. D'accord ? Alors, la suite partie réelle, que j'appelle partie réelle de U, c'est-à-dire la suite U plus U bar sur 2, autrement dit formée par les UN plus UN bar sur 2. Donc par des nombres réels. Ça c'est une suite réelle. Et elle va appartenir avec solution de notre problème parce que U et U bar, on vient de voir, sont toutes les deux des suites solutions de notre problème et on sait que grand S est un espace vectoriel. Donc comme U appartient à S, U bar appartient à S, bah, en divisant par 2, ça appartient toujours à S. La somme est divisée par 2, ça appartient à S. Et en plus c'est réel, donc ça appartient à SR. De la même façon, ce que j'appelle imaginaire de U, qui est égal à U moins U bar sur 2I, en fait c'est des parties imaginaires des UN, là c'était les parties réelles des UN, que je peux écrire moins I sur 2 U moins U bar. Bah, là aussi, grâce à la structure d'espace vectoriel de S, bah, ça va être solution. Et puis évidemment, ça appartient à R, donc ça appartient à SR. Alors maintenant, je reprends donc mon fameux polynôme caractéristique que je factorise dans C avec mes sous-espaces caractéristiques. Donc je sais que la somme directe est égale à grand S, hein, le C espace vectoriel des solutions complexes. BI, c'est les suites UK, K entre 0 et MI-1. Alors j'ai démontré qu'elles sont comme ça, forment une base du C espace vectoriel FI. Alors si lambda I appartient à R, bah, je remarque que les UK sont des suites réelles. D'accord ? Et elles sont indépendantes. Donc là, je vais avoir MI suite réelle indépendante qui forme une base en plus de FI. Maintenant, si lambda I est un nombre complexe qui n'est pas réel, alors parce que le polynôme P est un coefficient dans R, je sais que son conjugué à lambda I va être une racine de P, et si lambda I est d'ordre MI, lambda I bar va être d'ordre MI aussi. D'accord ? Parce que le polynôme est un coefficient dans R. Alors, je l'appelle lambda J. Hein. Il a une base BJ, lui. Et puis cette base BJ, elle est formée par les n puissance k, lambda J à la puissance n, mais lambda J c'est lambda I bar. Donc en fait, elle est formée par les UK bar, où les UK sont les éléments de la base BI de FI. D'accord ? Voilà. Donc ça va former une base de FI que j'appelle FI bar. Le FJ, je l'appelle FI bar, et puis la base, la BJ, je l'appelle BI bar. D'accord ? Alors BI union BI bar, bah, ça va être évidemment, puisque eux, ils sont en somme directe, hein, le FI somme directe avec FJ, puisque lambda I est différent de lambda J. D'accord ? Donc l'union des deux bases va être une base de ça. D'accord ? C'est espace vectoriel de dimension MI plus MI, c'est-à-dire 2 MI. Voilà. Alors, si je considère B'I, qui est l'ensemble des parties réelles des UK, et aussi des parties imaginaires des UK, donc deux suites réelles en fait. Hein. Donc au total, ça me fait 2 MI suites réelles. D'accord ? Eh bien, je vais te montrer qu'elles sont une base de HI, donc HI c'était ça, d'accord? Et les VK, UK, alors évidemment, hein, les UK, VK, on l'a déjà vu, c'est des solutions, ce sont des solutions de notre problème, et comme ce sont des solutions réelles, elles appartiennent à SR. Donc en fait, ce qu'il nous faut démontrer, c'est que ces deux MI éléments forment un système libre. Donc j'ai dit, les VK appartiennent à VK
appartient à FI, hein, puisqu'on est... ah oui, puisque FI est un espace vectoriel, HI, pardon. Les UK, ils appartiennent à FI, c'est HI. D'accord. WK, lui aussi, il appartient à HI. Il n'y a pas de souci. Et supposons donc que la somme, j'écris une combinaison linéaire nulle des vecteurs de ces deux émis vecteurs de HI. Donc des VK et des WK. Je vais mettre comme ça. Donc ça fait somme de 0 à mi-1 des alpha k, je remplace VK par UK plus UK bar sur 2 et WK par moins UK, alors moins UK moins UK bar sur 2, alors sur 2i ça revient à multiplier par moins i. Donc ça nous fait, et ça doit être égal à 0. Je mets les UK ensemble, donc alpha k sur 2 moins i bêta k sur 2, les UK bar ensemble, alpha k sur 2 plus i sur 2 UK bar, d'accord, plus i bêta k sur 2, pardon. Et donc j'obtiens ça qui est égal à 0, mais je sais que les UK UK bar forment une base de HI. Donc ils sont indépendants. D'accord? Donc ils sont libres et donc tous ces coefficients-là sont nuls. Donc alpha k moins ibk est égal à 0, alpha k plus ibk est égal à 0, et par addition alpha k puis, est égal à 0, puis bêta k est égal à 0, quel que soit k. Et donc j'obtiens que, j'étais parti de cette combinaison linéaire nulle, tous les coefficients sont nuls, donc ça veut bien dire que les éléments de B'I forment une base de HI. Alors les B'I, c'était la réunion des VK et des WK, ils forment une base de HI, puis ils sont en plus dans R, et donc ce sont des solutions, ils appartiennent à SR. Alors maintenant, mon polynôme que j'ai décomposé dans R, je vais regrouper les valeurs propres qui sont conjuguées, parce qu'en plus elles ont les mêmes, elles apparaissent avec les mêmes ordres. Alors là, il y a une petite erreur, là c'est MI, et puis là, c'est aussi MI, c'est le produit des... Les deux là, sont à la puissance MI. D'accord? Alors, S, S c'était la réunion, la somme directe de tous les FI. Alors, il y a les FI qui correspondent à des valeurs propres réelles, donc c'est celle-là, il y en a A. Et puis il y a ceux qui correspondent à des valeurs propres complexes et je les regroupe par lambda i avec lambda i bar. Donc ça me donne, je sépare ces sous-espaces. Donc j'ai cela pour les réels, puis j'ai cela pour les complexes conjugués. D'accord? Là j'ai trouvé une base, donc c'était la même qu'avec les nombres complexes, mais c'est une base de SR. Et puis là je viens de trouver une base B'I, qui est là aussi une base de SR, ce sont des suites réelles, mais qui forment une base de HI. Et bien la réunion de toutes ces bases, évidemment, ça va me donner une base de S. Et donc, les suites qui sont dans cette base sont des suites réelles, d'accord? Et en plus, elles sont solutions de mon problème. Donc B' est une base du R espace vectoriel SR. D'accord? Voilà, j'ai trouvé une base et donc je vais pouvoir résoudre maintenant des équations en donnant les solutions réelles. Si lambda j est une racine complexe non réelle du polynôme caractéristique, donc je peux l'écrire sous la forme exponentielle Rj exponentielle i θ j, où Rj et son module est θj un argument. La suite uk devient n puissance k, donc c'était n puissance k lambda j à la puissance n, donc ça devient ça. La suite vk c'était c'était la partie réelle, donc ça fait ça. Et wk c'était la partie imaginaire de ça, donc ça fait ça. K entre 0 et strictement mj.
BJ, les bases, c'était composé de l'ensemble des VK, WK. Donc ici, ça va faire des... ça va être ça. D'accord? Et donc on peut dire que U appartient à FJ si et seulement si U est une somme de AK, VK, donc ça, plus BK, WK, c'est-à-dire ça, de 0 à MI moins 1. Mais quand je regroupe, parce que là, les K, là, je peux factoriser ici somme des AK n puissance K par ça. Et donc ça me fait un polynôme de degré inférieur ou égal à MI moins 1. Un polynôme PJ en n, d'accord, somme des AK n puissance K, fois RJ puissance n cosinus n θ j, plus un autre polynôme, donc lui c'est somme de BK n puissance K, donc QJ de n, RJ puissance n sinus n θ j, donc PJ, QJ sont des polynômes. Alors, dans C de x, quand on cherche toutes les solutions complexes, donc de degré inférieur ou égal à mj-1, mais si je veux avoir uniquement les solutions réelles, il suffit que les AK et les BK soient des nombres réels, et du coup, mes polynômes sont des polynômes de R de x. Conclusion générale, si on se donne les P nombres réels, AK, avec un 0 différent de 0, et qu'on note 1 la condition habituelle vérifiée par les suites de C ou de R, suite complexe ou réelle, SR, on l'a vu, est un R espace de dimension P, et SC est un C espace de dimension P. Si P est égal à 1, on a affaire à des espaces de dimension 1, et la condition de bien UN plus 1 est égale à A0 UN, donc ce sont des suites géométriques de raison A0, et donc les solutions réelles, ça va être les suites lambda A0 puissance n, avec lambda appartenant à R, et les suites et les solutions complexes, les lambda A0 puissance n, avec lambda appartenant à C. Et on retrouve que c'est bien des droites vectorielles, c'est-à-dire de dimension 1, donc de suite géométrique. Si P est supérieur ou égal à 2, méthode habituelle, le polynôme caractéristique, qu'on factorise dans C, les solutions complexes, donc c'est les sommes des PJ de n, lambda j à la puissance n, où PJ est un polynôme, les PJ sont des polynômes de degré inférieur ou égaux à mj-1. Et puis là, pour les solutions réelles, je sépare en deux, c'est-à-dire les valeurs propres réelles, les valeurs propres qui ne sont pas réelles, donc celles qui sont réelles dans V1, celles qui ne sont pas réelles dans V2, et à ce moment-là, je vais avoir la somme des PJ de n, lambda j puissance n, lambda j appartenant à V1, ça ne change pas. Et puis là, c'est là que j'utilise ce que j'ai fait avant. Je vais avoir somme pour lambda j appartenant à V2, des PJ de n, RJ à la puissance n cosinus n θ j, plus QJ de n, RJ puissance n sinus n θ j. Donc ces relations-là, évidemment, quel que soit n appartenant à n, là c'était pareil, PJ, QJ, appartenant cette fois-ci à R de x de degré inférieur ou égal à mj-1. Et on finit par un exemple, avec la condition 1, un plus 3 égale moins 5 un plus 2, moins 10 un plus 1, moins 12 un. On cherche les suites géométriques, ce qui nous permet d'avoir l'équation caractéristique, le polynôme caractéristique. Je constate, alors c'est parce que j'ai bricolé comme ça, que moins 3 est une racine, je factorise x plus 3, et là je calcule le discriminant, et je vois que les deux racines sont moins 1 plus i racine de 3, c'est-à-dire 2 fois grand J, 2 exponentielle 2i pi sur 3, et l'autre c'est évidemment son conjugué, 2 exponentielle moins 2i pi sur 3. Les solutions complexes, ça va donc être les lambda 1 fois 3 puissance n. Là, il faut que je prenne des polynômes de degré inférieur ou égal à mi-1, 1 moins 1, donc de degré 0. Donc ça fait lambda 1, 3 puissance n, lambda 2, moins 1 plus i racine de 3 puissance n, plus lambda 3, moins 1, moins i racine de 3 puissance n, c'est-à-dire lambda 1, 3 puissance n, lambda 2 fois 2 puissance n exponentielle 2i n pi sur 3, plus lambda 3, 2 puissance n exponentielle moins 2i n pi sur 3, lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartenant à C. Et pour les solutions réelles, un égale lambda 1, 3 puissance n, plus lambda 2 fois 2 puissance n, cosinus 2n pi sur 3, plus lambda 3 fois 2 puissance n, sinus 2n pi sur 3, avec cette fois-ci lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartenant à R.
un exemple avec cette équation. Donc on cherche une suite géométrique et on obtient le polynôme caractéristique. Alors bon, il n'est pas évident à factoriser, c'est moi qui l'ai choisi comme ça en partant du résultat, hein, bien sûr. Donc on va chercher x2 plus ax plus 2 au carré. Bah, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Et si ça ne marche pas, bah, on ne fera rien parce que j'ai pas prévu autre chose. Voilà. Donc, si je développe ça, le coefficient en x au cube, ça va être 2ax au cube, donc ça fera moins 4. X au cube, donc ça fera 2a égale moins 4, a égale à moins 2. Le tout, c'est de voir si x2 moins 2x plus 2 au carré donne bien Pc. Et bah, on développe ça, il se trouve que ça le fait, tant mieux pour nous. Les racines de ce polynôme du second degré, c'est 1 plus i, 1 moins i, c'est-à-dire racine de 2 exponentielle plus ou moins i pi sur 4. Et donc, on a cette factorisation dans C. Les solutions complexes vont donc être de la forme P de n 1 plus i puissance n plus Q de n 1 moins i puissance n, où PQ sont des polynômes de degré 1, donc de cette forme avec A, B, C, D, des nombres complexes. Et les solutions réelles, P de n racine de 2 puissance n cosinus n pi sur 4 plus Q de n racine de 2 puissance n sinus n pi sur 4, PQ de degré 1, donc de cette forme, avec ABCD appartenant à R. Les suites maintenant définies par une relation de récurrence d'ordre 2. D'accord? Donc le polynôme caractéristique, son discriminant, je me suis trompé d'ailleurs, c'est moins B. Hop, je fais passer de l'autre côté, ça fait x2 et c'est moins B. Bon, ça ne change rien du tout, de toute façon. Soit il est positif, et il y a deux racines réelles, lambda 1 et lambda 2, et à ce moment-là, une suite est une solution complexe si et seulement si un égale alpha 1 lambda 1 puissance n plus alpha 2 lambda 2 puissance n, alpha 1 alpha 2 appartenant à C. Et puis idem dans R, mais cette fois-ci avec alpha 1 alpha 2 appartenant à R. Si delta égale 0, il y a une racine double, hein, lambda, U appartient à SC, ben, UN est égal à alpha n plus bêta, alors polynôme de degré 1, puisque c'est une racine d'ordre de lambda puissance n, donc alpha bêta appartient à C pour les solutions complexes, alpha bêta appartient à R pour les solutions réelles. Delta négatif de racines conjuguées, donc R puissance R exponentielle iθ et R exponentielle moins iθ. Dans C, UN égale alpha R puissance n exponentielle INθ plus bêta R puissance n exponentielle moins INθ, alpha bêta appartient à C. Et dans C, hein, ça. Dans R, UN égale alpha Rn R puissance n cosinus nθ plus bêta Rn R puissance n sinus nθ, alpha bêta bien sûr, appartenant à R.